m'appelle Denis Roux, donc je travaille au laboratoire de rhéologie et procédés à Grenoble, donc fait partie de l'université Joseph Fourier. Et tout ça, donc je travaille dans un laboratoire, on n'est pas très nombreux, je n'ai pas fait de présentation comme les autres personnes avant. On n'est pas très gros non plus, on est maximum 30, on a à peu près les mêmes proportions que Guylaine. Au niveau des permanents, des doctorants, c'est fluctuant bien sûr, et des postdocs aussi, mais globalement on est à peu près dans les bonnes proportions. Je pense que ça va être bon. C'est bon. Ça marche, merci. Donc nous, je travaille dans une unité mixte de recherche donc, qui est Université Joseph Fourier, CNRS et Institut National Polytechnique de Grenoble. J'ai mis un titre assez général sur ma présentation. Je vais vous présenter des résultats qui ne sont pas obligatoirement directement en contact avec tout ce qui est, disons, food, nourriture ou agroalimentaire. J'ai quelques exemples derrière et j'ai aussi quelques exemples sur l'application aussi biomédicale. Donc on va faire vraiment de la rhéométrie et donc j'attaque directement dans le vif. Une courbe de rhéométrie. Courbe de rhéométrie sur un appareil donc, qui est un appareil assez classique, bien que vieillissant et non plus distribué, sauf par une société qui a initialement donné cet appareil-là. Cet appareil, c'est un ARES, c'est un rhéomètre à déformation imposée. Donc on impose la déformation, on impose le mouvement de rotation, et on a ici donc simplement la contrainte en fonction du temps, et on voit l'évolution. Donc on voit l'évolution de la contrainte ici en vert en fonction du temps pour un gradient de cisaillement imposé de 5 secondes moins 1 sur un produit. Je vous dirai à la fin ce que c'est comme produit. Et on a aussi une mesure de la première force normale qui est essentiellement ici, disons, on peut mettre la force axiale ici, qui est normalement soustrait par la force ici qui est dans l'autre sens, mais ce n'est pas très important. Donc différentes des contraintes en fait. Et on voit simplement ici que l'on a deux régimes essentiellement, un régime transitoire assez tourmenté et on réussit à atteindre pour des temps assez longs un plateau, un régime stationnaire, et ça c'est important. On voit que la contrainte normale, N1 ici, lorsqu'elle devient stationnaire, la contrainte ici est stable, donc la force normale devient stationnaire. La contrainte de cisaillement est aussi stationnaire. C'est une bonne signature généralement pour savoir si oui ou non on est en régime stationnaire lorsqu'on fait une mesure de rotation. C'est assez important. Autrement, on voit aussi que c'est assez complexe puisque vous avez ici une idée de la viscosité. Donc ici, la viscosité va simplement augmenter, puis après diminuer, re-augmenter, etc. Donc on est à la fois thixotrope, rhéopex, si on donne une définition à la viscosité comme étant une viscosité, c'est quelque chose, si on impose un gradient de vitesse ou une contrainte, si la viscosité augmente, dans ce cas-là, on va être rhéopex. Si, lorsqu'on applique une contrainte ou un gradient de vitesse constant et qu'on mesure la viscosité, et que cette viscosité diminue, on va être thixotrope. Si on prend cette définition-là, voilà, on peut parler dans les termes que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc ici, j'ai fait un petit schéma, j'ai marqué un petit schéma d'un cône plan, puisque ça a été fait sur un cône plan. Donc si vous faites ça, pour différents gradients de vitesse, vous obtenez ce graphe de la contrainte en fonction du temps. Et vous obtenez toujours, donc ici, ces régimes transitoires assez importants, assez turbulents, je dirais tumultueux, et ici, les plateaux, donc ce qui nous intéresse essentiellement pour pouvoir après tracer la contrainte en fonction des gradients de vitesse, le rhéogramme classique en viscosité. Donc on peut voir aussi ici qu'il y a quelque chose d'assez important dans ces graphes ici. On voit qu'ici, par exemple, on obtient toujours, on passe au-dessus d'une valeur en gros de 1 pascal dès qu'on cisaille. Alors il faut savoir que ces appareils-là sont un peu pareils, un peu particuliers. Si vous mettez un certain gradient de vitesse, il va y avoir une rotation de l'appareil, quel que soit le produit qui soit mis au milieu. Donc vous fournissez l'énergie qu'il faut pour tourner. Et ça, c'est important de le comprendre. Ici, par contre, je vous ai donné une petite idée, je vous ai mis en ligne, un peu en linéaire, en échelle linéaire, la contrainte, parce que tout simplement, ici, on a du mal à croire que c'est un état stationnaire. Oui, c'est quand même un état stationnaire, c'est quand même important de le voir. Donc on peut commencer à travailler et faire des choses en rhéométrie. Donc deuxième chose qu'on peut faire, c'est prendre un deuxième appareil. Donc celui-là, il est à contrainte imposée, on met un couple. Donc on apporte simplement à votre matériau
une certaine quantité d'énergie, une densité d'énergie finie. Si vous mettez vous servez à mettre une force sur un ressort, et vous mettez une force, le ressort, une fois qu'il a été tendu pour cette force-là, c'est terminé, il n'ira pas plus loin. L'autre appareil, c'est pas vrai, vous mettiez une déformation imposée, donc vous tireriez toujours à une certaine vitesse. Et ça, c'est la différence entre les appareils. Donc là, vous apportez une certaine densité d'énergie à votre matériau qui est coincé au milieu entre le cône et le plan ici. Toujours pareil, ici, donc vous imposez une contrainte, vous mesurez un gradient de vitesse, et on voit ici encore que c'est assez complexe, toujours une zone transitoire, et on atteint, ce qui est sympathique quand même, au moins un régime stationnaire. C'est la première chose que l'on recherche quand on veut faire un peu de viscosité, ou au moins de la rhéométrie. Ça c'est important. Toujours pareil, on retrouve des périodes où on est plutôt en thixotrope, préopex, donc la viscosité augmente et descend, et ça c'est assez inquiétant sur un échantillon comme ça, parce que les temps sont très très longs, et on a l'impression qu'on ne va jamais réussir à le mesurer. Donc ça a été notre souci au départ. C'est un travail fait avec quelqu'un qui travaille maintenant en Thaïlande, qui est un étudiant qui s'appelle Yann Offray, en fait. Donc il y a quelques temps déjà. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est refaire comme on a fait tout à l'heure. Pour cet appareil à contrainte imposée, vous pouvez regrouper l'ensemble des graphes, la gradient de vitesse en fonction, là ce coup-ci, non plus du temps, mais de la déformation. Et vous retrouvez quelque chose d'assez complexe. On a ici un écoulement qui est permanent et atteint. Par contre, on voit ici quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on voit que le gradient de vitesse, si on s'arrêtait à 1 en déformation, on aurait l'impression que le gradient de vitesse s'arrête. C'est un espèce de vieillissement. D'ailleurs, si on met une contrainte suffisamment faible, on n'atteindra jamais un gradient de vitesse constant. On va avoir toujours un gradient de vitesse qui va diminuer, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, etc. Et vous n'allez jamais pouvoir obtenir une valeur stable. Ça, c'est assez bien connu dans la littérature. Ça a été traité, ça continue d'être traité. C'est toujours un problème assez intéressant. D'autres personnes continuent à travailler. Notamment François Lequeux doit travailler dessus encore. Il a travaillé un peu dessus sur tout ce qui était vieillissement aussi. Donc on retrouve ce même graphe là ici, non plus en échelle log-log, mais en échelle ligne pour montrer que c'est bien stationnaire. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut tracer notre rhéogramme, enfin, finalement, et avoir notre contrainte en fonction du gradient de vitesse, uniquement des points stationnaires, uniquement des points qui sont donc en état stationnaire. On ne peut pas tracer un rhéogramme comme ça en état non stationnaire, ça ne veut rien dire, ou alors il faut préciser qu'on a fait un balayage, et ça c'est important, autrement vous allez, disons, tromper les personnes qui vont qui vont regarder votre graphe. Chose importante ici, donc la partie, les points, les ronds, ce sont les mesures faites en contrainte imposée, les mesures en rouge ici, les carrés, ce sont ceux faits en déformation imposée. On a en fait ici une bonne superposition des états stationnaires lorsqu'on est suffisamment haut, soit en contrainte, soit en gradient de vitesse, ce qui n'est pas du tout le cas en fait ici, lorsqu'on est à bas gradient de vitesse ou à basse contrainte. On voit bien qu'il y a une différenciation des points, et pourtant on est bien en état stationnaire, ça c'est important. On voit aussi que pour les mesures à contrainte imposée, on n'arrive pas à mesurer en dessous de 1 pascal. En dessous d'un pascal, ce n'est pas un liquide, donc on ne peut pas définir de viscosité, on ne peut pas définir un gradient de vitesse, c'est impossible. Ça se fait, donc dans ce cas-là, on a un comportement solide. On a ce qu'on appelle un fluide à seuil, sur lequel il faut appliquer une force suffisante pour dépasser le seuil et commencer à pouvoir couler. Donc tout mon discours va en fait s'articuler sur ce problème-là. Comment se fait-il qu'on ait ce fluide à seuil un tout petit peu? Là, pour l'instant, on voit bien qu'on a un fluide à seuil, donc avec cette limite. Et si on va plus loin, on peut se demander aussi pourquoi il y a cette différenciation. Il faut regarder un tout petit peu nos graphes. Nos graphiques ici, on voit très bien ici que sur ces graphiques ici obtenus de la contrainte en fonction du temps pour un appareil à déformation imposée, à chaque fois qu'on a eu une courbe, on est passé au-dessus d'une certaine valeur, cette valeur de 1 pascal ici, on est toujours passé au-dessus de cette valeur-là. C'est-à-dire qu'on a amené suffisamment d'énergie pour pouvoir couler. Si on regarde de ce côté-là, on n'a pas de graphique, je ne l'ai pas mis, de toute façon ça ne sert à rien, ça tombe complètement. On ne réussit pas à avoir un gradient de vitesse en fonction de la déformation, pour un appareil à déformation imposée. On ne réussit pas à avoir un graphique qui va vers un état stationnaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint
en dessous de 1 pascal, on ne réussit pas à faire couler le matériau. Il est solide, complètement solide. Autre chose assez importante qu'on peut voir ici, c'est qu'à chaque fois, on a atteint, alors je suis en train de regarder ce que j'avais, je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises, oui, c'est voilà ici, on a atteint un certain gradient de vitesse aussi ici. Donc en gros, 2 points importants, surtout un point important, c'est que pour faire couler le matériau, eh bien, il faut absolument lui apporter une certaine quantité d'énergie. Si vous avez un appareil à densité d'énergie ou un appareil qui apporte simplement une petite quantité d'énergie bien contrôlée, votre fluide ne pourra pas couler, il se comportera comme un solide, c'est un fluide à seuil. Celui-là, par contre, vous lui dites, tu coules à 0,1 seconde moins 1, il va se débrouiller pour couler à 0,1 seconde moins 1, et il va apporter l'énergie qu'il faut pour que le matériau se déforme. Donc on apporte une certaine puissance ici, on apporte la puissance qu'il faut pour que ça marche. Ici, c'est la densité d'énergie, donc la contrainte. Donc c'est vraiment important de comprendre ça en remétrie, et c'est normal qu'on puisse avoir des comportements différents suivant les matériaux. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut s'amuser un tout petit peu, on est content, on a un état stationnaire, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. On peut s'amuser à faire des petites applications de contraintes en fonction du temps. Après un petit moment de relaxation, rappliquer la même contrainte au moment de relaxation, etc. Et on répète ça. Et là, ici, bon, ça, on le fait sur un appareil à contrainte imposée. Et on peut regarder donc ici la déformation en fonction du temps. Le premier essai ici, qu'on appelle step 1, on le voit sur la courbe rouge. On voit qu'il a une certaine forme, jusqu'à obtenir ici se mettre sur une pente 1, qui veut dire tout simplement, dans ce cas-là, que l'on a bien un fluide qui coule complètement, sinon si ce n'est pas une pente 1, ce n'est pas la peine. Si on fait un deuxième pas, on a une deuxième courbe différente, c'est la courbe verte qu'on ne voit pas parce qu'elle est cachée par la courbe bleue qui correspond au step 3. C'est-à-dire qu'ici, je maîtrise complètement mon matériau. Je sais exactement le maîtriser non seulement à l'état final, mais aussi durant toute la transformation. Il n'y a pas un moment donné où je ne sais pas où je suis. Et ça, c'est important. Ce que je peux faire aussi, c'est regarder ce qui se passe dans les relaxations. Ce sont donc là toujours dans cette période où je ne mets pas aucune contrainte. Je vois donc la déformation en fonction du temps ici. Pour le premier pas, la relaxation, elle est en rouge. Et puis les deux autres, on voit qu'ils sont superbement superposés. Donc ça veut dire que je contrôle très bien mon matériau. Et il n'y a pas de souci. Je ne connais mon matériau dans un état initial. Ça ne veut pas dire que je suis en équilibre thermodynamique, certainement pas, mais en tout cas, je le contrôle et je le mets dans un certain état. Ça, c'est important. Maintenant, je peux encore m'amuser un peu plus. On peut regarder ce qui se passe. À chaque fois que je fais ce pré-shear ici, qui est répété en rouge, je peux regarder ce qui se passe lorsque j'applique ma contrainte de 10 pascal, qui est ma contrainte de référence. Je regarde ça à la suite d'une contrainte précédente qui va de 3,5 jusqu'à 9 pascal. Et je vois en fait que si je mets une petite contrainte, si j'ai une contrainte avant mes 10 pascal très faible, je vais devoir fournir beaucoup d'énergie pour retrouver mon état stationnaire, et ensuite, etc. Si j'avais une contrainte précédente très faible, mon matériau n'était pas identique, donc quand je vais repasser à 10 pascal, il va falloir que je refournisse beaucoup plus d'énergie. Là, je suis avec une contrainte de 9 pascal, très proche de l'état d'un matériau à 10 pascal, donc c'est normal que je ne sois pas très loin. Donc ça, c'est déjà un premier point, et ce qui m'intéressait surtout ici, c'est de voir que je retrouvais toujours mon gradient de vitesse de référence, c'est-à-dire qu'ici, si vous regardez bien, j'encadre ma mesure, qui va être ici, la partie noire ici, je l'encadre par une mesure de référence. En gros, la technique abordée ici, c'est j'ai une mesure de référence, je fais une mesure réelle, je répète ma mesure de référence. Si ma mesure de référence répétée est identique à la précédente, je valide la mesure que je vais faire au milieu. Si ce n'est pas le cas, j'élimine ma mesure. Ce qui est quand même assez contraignant, c'est beaucoup plus long, mais par contre c'est hyper fiable. Donc maintenant, je fais mes mesures, je vous montre les mesures que j'ai obtenues. Alors, mesures obtenues, ben voilà, après toutes ces procédures, j'applique donc différentes contraintes qui vont de 0,2 pascal jusqu'à 9 pascal, ça ne se voit pas beaucoup, mais je vous l'indique ici, ça c'est les contraintes basses et ça c'est les contraintes hautes, et puis je peux voir la déformation en fonction du temps. Globalement, j'ai ici plutôt un régime lié à un couplage entre l'inertie de l'outil et puis la viscoélasticité de mon produit. Et là, dans la partie droite, j'ai 3 zones. La première zone, qui est celle-là, où j'ai un comportement solide. En fait, le fluide est tellement élastique et solide qu'il ramène l'outil en arrière.
C'est pour ça qu'on a en fait ce retour de la contrainte. Ici, j'ai une zone où je ne coule pas réellement, c'est une zone intermédiaire où je suis en train de transformer encore mon produit. Et puis là, par contre, là où j'ai des pentes de 1, ouais, j'ai mes coules, je peux bien définir une viscosité, j'ai bien un état stationnaire, etc. Donc ça, c'est sympathique. On peut aller encore un tout petit peu plus loin. Regardons un peu ce qui se passe. Regardons ici, comparons par rapport à nos mesures d'avant. Je vous ai dit qu'ici, en dessous de 1 pascal, j'avais un solide. Ici, j'ai un fluide, et c'est ce que je viens de vous répéter ici, avec un autre type de mesure. Donc je vous montre que, simplement ici, il est possible, à l'échelle de mesure, de définir un seuil d'écoulement. Donc si je ne mets pas une contrainte trop importante, j'aurai une caractéristique de solide, et une contrainte plus importante, j'aurai une caractéristique de fluide. Et ça par 2 types de mesures. Allons un peu plus loin encore. Maintenant, on va exploiter la partie des oscillations, c'est-à-dire celle-là, ici. Ce qu'on peut faire, c'est simplement prendre un modèle de Maxwell-Jeffrey ici, où on a 2 amortisseurs et un module élastique pour représenter notre fluide. Et donc on a notre petite loi de comportement ici, équation différentielle, bon ça marche. On fait ce qu'on a toujours appris, on regarde l'équation des moments dynamiques. Donc ici, ça c'est l'inertie de notre appareil, le I. La dérivée seconde de notre angle de rotation. Et puis on égale ça au couple appliqué. On applique un couple et le fluide résiste. Donc il y a un fluide résistant, c'est pour ça qu'on a une partie négative ici. On se débrouille pour transformer cette équation-là en contrainte et déformation avec des facteurs de forme classiquement utilisés en géométrie. Le paramètre alpha va donc avoir simplement ici l'inertie de l'outil plus le rapport des 2 facteurs de forme. On donne les bonnes conditions limites, c'est-à-dire les conditions limites correspondant à notre essai, et on résout notre équation différentielle et on obtient quelque chose comme ça. À des temps très très longs, ce terme-là s'en va, et il ne reste plus que simplement un terme en fonction du temps. Donc ce que je disais tout à l'heure, quelque chose qui s'écoule en sigma 0 sur état 2, donc la viscosité, en fait, une seule viscosité ici qui intervient quasiment avec le B, parce que le B, avec le, en gros, bon, je vais simplement m'arrêter ici, avec la viscosité ici état 2 qui nous intéresse, c'est-à-dire la viscosité ici. Je crois même que j'ai inversé les 2, en fait, mais c'est pas grave. Donc simplement, je retrouve le comportement visqueux lorsque je suis en état stationnaire. Ça, c'est important. Donc si on introduit après la compliance, qui est simplement le rapport de la déformation sur notre contrainte, on peut utiliser notre modélisation ici. Là, c'est le couette utilisé. On n'a pas fait que tout. On a changé nos géométries. En géométrie, on fait du cône-plan, du couette, du plan-plan. On n'arrête pas de changer de façon à être sûr que nos mesures sont bonnes. Là, je les ai faites avec un couette. Et ce que l'on fait, on met la compliance en fonction du temps et on ajuste nos points de mesure ici, qui sont les points verts, pour les différentes contraintes appliquées avec notre modèle. Et on peut en tirer donc les différents paramètres de notre modèle, à savoir le G, ici, la partie élastique, et les 2 viscosités. On peut se concentrer simplement sur cette partie-là. On voit ici que le G, pour les contraintes assez faibles, en dessous de 1 pascal, en gros, c'est quasiment un pseudo-plateau, pas très loin. Et au-dessus de 1 pascal, c'est-à-dire au moment où ça devient liquide, le G se casse la figure. Globalement, on a une chute forte de l'élasticité, on a transformé notre matériau. Le tout, c'est de savoir pourquoi. Et on a à peu près les mêmes choses sur les viscosités. Alors pour savoir pourquoi c'est ça, on va regarder ça à une autre échelle. On vient tout de regarder en échelle macroscopique. Donc on descend d'une échelle, on passe en échelle microscopique, et on va faire de la biréfringence. Donc ici, on a représenté les 2 plans-plans qui correspondent à notre rhéomètre, un rhéomètre ici. Au milieu, on va mettre notre fluide, on va faire tourner un des plateaux, l'autre va être fixe, donc on va pouvoir cisailler notre plateau, c'est ce qu'on voit ici. On envoie de la lumière, ici une source de lumière parallèle, on met un polariseur, une lame quart d'onde. Derrière notre échantillon, on met encore une lame quart d'onde, un polariseur. Je crois que c'est l'inverse. Oui, c'est bon. Et ensuite, ce qui va se passer, on va pouvoir regarder ça avec une caméra, tranquillement. Et on va voir donc tous les phénomènes d'anisotropie liés à notre matériau. Si notre matériau est intrinsèquement anisotrope, on va pouvoir voir ce qui se passe. S'il est isotrope, ce sera noir. Si c'est anisotrope, c'est le cas ici. On voit ici l'échantillon qui vient juste d'être chargé. Et on voit bien une texture à une échelle, disons, vous voyez, en gros, ça c'est 10 mm, ce barreau-là.
on voit bien qu'il y a des textures qui existent dans notre matériau. Ça, c'est au repos, avant chargement. Quand on cisaille bien fort et qu'on attend l'état stationnaire, voilà ce qu'on va retrouver. Quelque chose de tout noir. Donc on a bien transformé notre matériau. Bien, ben on peut s'amuser dans ce cas-là. Maintenant, on va regarder encore à une échelle microscopique, mais on va combiner ça avec l'échelle macroscopique. Donc ici, on a une contrainte en fonction du temps. On voit bien que la contrainte en fonction du temps évolue pour un gradient de vitesse. Le gradient de vitesse est constant, hein, évolue en fonction du temps ici. Le matériau a été chargé, c'est celui qu'on a vu, au repos, et au fur et à mesure du temps, on a nos textures qui s'enroulent autour du point central qui ne bouge pas, jusqu'à avoir apparaître ici une espèce d'anneau noir qui va grandir et qui va aller jusqu'au centre. Ici, on le voit qui vient encore plus au centre, jusqu'à en fait couvrir quasiment tout, sauf le centre qui va s'amuser à être instable, parce que simplement on a une instabilité, ça c'est normal, le point, il n'y a pas de cisaillement au milieu. Donc là, on a un changement de texture de notre matériau, clair et net. Heureusement, le matériau est anisotrope, c'est pour ça qu'on peut voir quelque chose. Si on regarde ça, non pas comme je vous l'ai montré avec une caméra normale, mais derrière juste devant la caméra, on met simplement un petit objectif de microscope. On va voir cette chose-là. On revoit les textures, ici, donc on voit les échelles, ici. Toujours on peut combiner avec notre contrainte en fonction du temps. Et on voit que les textures s'alignent dans la direction de l'écoulement. Et on voit apparaître à partir d'un certain moment une espèce de granulosité comme ça. C'est granuleux, ici. Et ça, c'est un phénomène qui est connu. En fait, ça, c'est bien connu de tous les gens qui ont fait qui cisaillent les phases lamellaires depuis très longtemps, en fait. Enfin, très longtemps. Il n'est pas si vieux que ça, quand même, le monsieur qui a montré ça. En fait, on est en train de cisailler une phase lamellaire et la transformer en phase oignon. Donc là, jusqu'à présent, les gens avaient vu que ça. Ils n'avaient jamais fait ça. Parce que simplement, ils n'avaient pas fait ce montage-là où on voyait l'ensemble de notre système. Donc ce qu'ils ne voyaient pas, en fait, c'est comment apparaissait petit à petit notre transformation d'une phase, disons, éclairée, phase lamellaire, à phase oignon autour. Ils voyaient l'arrivée d'une phase oignon, mais ils ne savaient pas comment ça se passait. Donc ça, c'était assez rigolo. Donc ce qu'on peut faire après, c'est changer un peu de point de vue. Maintenant qu'on a fait du macroscopique, mésoscopique, passons au nanoscopique. Et donc on va se faire ici on va se faire une manip, une expérience sur ici. Alors c'est pas avec celui-là qu'on l'a fait, je l'ai chapardé à l'ESRF. Donc ici on a un rayomètre qui est mis sous rayonnement. Donc les rayonnements doivent arriver de gauche et après on a les caméras qui vont être récupérées. Donc on récupère un spectre de diffusion de rayons X, donc d'interaction de nos rayons X avec notre matériau, et on va pouvoir combiner ce spectre de rayons X, donc ce sont ces images-là colorées, on va pouvoir les combiner avec notre évolution de notre contrainte en fonction du temps pour un gradient de vitesse, donc qui était 10 secondes moins 1. Et on va pouvoir voir au départ, ici, ça c'est notre spectre au repos, on voit tout d'abord ici qu'il y a un axe de symétrie qui correspond en fait à une orientation qui est dans la direction, où je mets mon pointeur ici, parce qu'il y a des pics à ces endroits-là, rouges, très importants. Donc on a une corrélation assez importante. On voit aussi que ces pics-là sont plus ou moins, on voit même des seconds anneaux, parce qu'il existe des structures qui ne sont pas orientées obligatoirement dans la direction ici de mon pointeur, mais il en existe d'autres dans cette direction-là, et un peu comme ça, c'est ce qui crée en fait ces anneaux. C'est exactement ce qu'a montré Guylaine tout à l'heure. En fait, il y a des corrélations, c'est-à-dire qu'on a des plans qui sont à une certaine distance, et donc on se met dans l'espace de Fourier ici, on passe de l'espace réel à l'espace de Fourier, et on retrouve nos 1 sur D, en gros 1 sur la distance entre les plans. Ce qui est important aussi de voir, c'est que les distances entre nos anneaux sont complètement constantes. On a une fois, 2 fois la distance, 3 fois le Q, 1 Q, 2 Q, 3 Q, ce qu'on appelle ici. Donc ces distances-là elles sont équidistantes. Donc ça veut dire qu'on a bien une structure qui est à très longue distance, elle est continue d'être là. Donc on a bien une phase lamellaire qui est présente dans notre échantillon. Et lorsqu'on se la met à cisailler, on voit au fur et à mesure du temps que cette phase lamellaire a une perturbation du pic de corrélation. Les lamelles commencent à fluctuer. C'est pour ça qu'on a un élargissement ici de nos pics. Et jusqu'à un certain moment où, en fait, cette corrélation qui était très importante ici dans la direction du cisaillement, on voit tout simplement qu'elles disparaissent et on ne voit plus que des anneaux, même sous écoulement. On est passé d'une phase anisotrope à une phase isotrope.
Donc on est passé d'une phase lamellaire, des lamelles côte à côte, à quelque chose qui est complètement isotrope. Et la seule chose qui puisse être isotrope, ce sont des sphères, et ces sphères sont imbriquées les unes dans les autres. C'est pour ça qu'on a des anneaux de corrélation qui continuent à passer ici. On verra, je pense que vous verrez ça demain de façon plus claire. Si on fait une petite image ici, on arrête notre cisaillement, on se dépêche de mettre le produit dans le froid, on fait un cryotime, donc on fait une observation électronique, microscope électronique, on voit des sphères apparaître, en gros d'une cinquantaine de nanomètres, qui sont assez bien corrélés au vu de la technique avec ce qu'on observe simplement en rayon X. Donc, pour résumer, dans notre vue à une échelle nanoscopique, on a donc au départ un matériau qui est orienté dans ce sens-là, ce sont des lamelles qui sont parallèles, tac, tac, donnant des pics, ici à droite et à gauche. Lorsqu'on cisaille, on les transforme, ces lamelles, on a toujours la même distance, donc les lamelles sont toujours à la même distance l'une d'une des autres. On passe d'une phase anisotrope à une phase isotrope, on a une phase oignon. C'est ce qu'on voit au niveau de notre diffusion de rayons X. Si on fait on prend notre produit au repos, qu'on le refroidit très rapidement, qu'on le met directement sur une lame pour observation au MEB, on voit cette chose-là ici, des espèces de trucs blancs ici, des fils blancs. Et ces fils blancs, si on les grossit, ils sont là, on ne les voit pas très bien, mais c'est tout plein de lamelles côte à côte, complètement collées les unes aux autres. Et on peut corréler cette distance ici, on voit à peu près une distance ici, là. Ça correspond à 10 fois cette distance-là. Et en gros, on a 10 lamelles ici quand on les compte. Donc on est très très bon là-dessus. On trouve que c'est assez intéressant, donc on voit bien que ça marche bien, notre hypothèse de lamelles. Lorsqu'on a fini de cisailler ici, on a obtenu ça, on voit bien qu'on a ici nos phases oignons. Il y a d'autres photos qui sont encore plus jolies dans la littérature. J'ai préféré prendre les nôtres, je trouvais ça bien. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se dire, mais voilà, c'est bien, on a nos phases oignons, mais quel est le devenir de ces phases oignons au fur et à mesure du temps? Donc là, on vient juste d'obtenir nos phases oignons, on a cisaillé, on attend, et on a ces structures-là. Ça, c'est en cryotème. Si on attend une dizaine d'heures à peu près, on va avoir cette structure-là. Donc ça a coalescé, en fait, nos oignons coalescent petit à petit. Ça a mis un bon moment pour se faire, et c'est très long. D'autant plus long que si on le fait en biréfringence, technique beaucoup plus facile et beaucoup moins, disons, perturbatrice au niveau du matériau. Ça, c'est ce qu'on obtient au tout départ après cisaillement. 20 heures après, 40 heures après, 64 heures après, on voit qu'au bout de une soixantaine d'heures, on commence juste à retrouver notre phase lamellaire initiale. Donc en fait, c'est un phénomène réversible. Ça, c'est important. Donc ce qu'on avait ici, c'est simplement notre interprétation, et c'est une interprétation qui est majoritairement donnée au niveau de la littérature. On a, entre deux plans, on a mis notre phase lamellaire ici, avec des défauts. Et ça, c'est important. Ce sont les défauts qui vont permettre de courber les membranes et améliorer la courbure. Si vous n'avez pas de défaut, aucun défaut, si vos lamelles sont trop éloignées, vous allez avoir du mal à les courber. Il faudra augmenter le gradient de vitesse. Alors nous, on était des gradients de vitesse quand même assez faibles, si vous regardez bien. Donc, lorsque vous cisaillez, il y a des fluctuations de nos lamelles. Ces fluctuations, après, ne sont pas très favorables énergétiquement. Donc, après, la position énergétique sous cisaillement, c'est d'avoir des phases oignons. Donc, on se retrouve avec des belles phases oignons qu'on voit assez stables. Et le produit utilisé, tout simplement, c'est un produit assez connu, c'est de l'AOT. L'AOT, c'est cette petite chose-là, une tête hydrophile de queue aliphatique hydrophobe. De l'isooctane, c'est l'alcane qui va se mettre plutôt par là, et puis de l'eau qui va se mettre au niveau de la tête hydrophile. Ça va nous donner ces structures-là, une lamelle, et ces lamelles vont se coller les unes aux autres, et notre échantillon était ici, à peu près. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire en géométrie. Je vais vous donner 3-4 petites choses. Donc sur les produits agroalimentaires, ce qu'on peut faire en géométrie, on peut faire des choses comme ça. Alors la figure n'est pas très jolie. J'ai récupéré juste en revenant, je me suis dit, tiens, c'est un peu bête, j'ai pas mis de foot dedans, j'ai rien mis, donc je prends du chocolat fondu. Donc ça, du chocolat fondu à 40 degrés. Vous avez ici votre contrainte en fonction du gradient de vitesse. C'est un essai qui est fait assez classiquement, mais qui est très embêtant pour le chocolat, parce que le chocolat a des particules de densité différentes, ça sédimente assez vite. C'est le bazar à faire. Et qualifier un produit comme ça, c'est super compliqué. Donc en fait, ici, on a deux essais. Un essai en rampe continue, ce sont les petits points blancs, là, ici, les points ouverts.
et un essai en stepped flow, c'est-à-dire simplement on a appliqué simplement un gradient de vitesse et on a attendu que la contrainte stabilise. Et on voit qu'ici, dans notre mesure, ça ne marche pas tout le temps comme ça, hein, celui-là est bien. Hein. C'est super superposé, et on voit bien ici qu'on a en gros, à très faible gradient de vitesse, tendance à voir que l'on a une contrainte en gros d'une trentaine de pascal, qui serait la contrainte seuil du chocolat à 40 degrés. Donc le chocolat a une contrainte seuil. Heureusement, autrement, vous ne pourriez pas avoir des beaux petites couvertures de chocolat assez épaisses, ça ne pourrait pas marcher. Donc vive la contrainte seuil, c'est sympa. Si je prends l'autre mode de mesure ici, où j'applique des contraintes différentes et que je mesure le gradient de vitesse en fonction du temps, on voit que je retrouve ces comportements où j'ai un gradient de vitesse constant, et ici, par contre, le gradient de vitesse se casse la figure, j'ai un comportement solide, et en fait, au milieu, la contrainte qui sépare, en gros, la partie liquide de la partie solide, c'est 30 pascal, c'est en gros ce que j'avais avant. Donc on est vraiment très fiable. Ce sont des mesures pas faciles à faire, il faut savoir que de toute façon, je pense que vous avez peut-être l'occasion de le faire. C'est assez rigolo. Autre truc qu'on peut faire en rhéométrie, c'est de faire la météorologie des polysaccharides. Vous prenez une plante, vous enlevez l'écorce, donc ça c'est du QI, Triompheta cordifolia, ça c'est avec Clément Saïdou au Cameroun. On extrait ça tout simplement avec de l'eau. Les extraits, on en a un qui est non purifié et l'autre qui va être purifié. On a enlevé les protéines. Et donc, vous regardez la viscosité en fonction du gradient de vitesse. Et quand vous avez enlevé les protéines, vous avez un facteur, une décade sur la viscosité à faible gradient de vitesse qui intervient. On ne voit pas du tout ici qu'il y a une contrainte seuil, mais vous le voyez. Par contre, si vous faites les essais, comme tout à l'heure je vous ai montré, on a ici un comportement solide, comportement liquide, et on voit qu'on a une contrainte seuil qui n'est pas très importante. Elle est de l'ordre de 0,3 pascal, c'est quand même assez faible. Donc voilà en gros ce qu'on peut faire là-dessus. Et si vous allez un peu plus loin, vous pouvez vous amuser avec les personnes qui savent le faire. Moi, je ne sais pas le faire, c'est pas grave. Vous pouvez faire de la RMN et déterminer la structure de votre produit. Donc, vous le purifiez réellement. Là, vous avez une poudre très purifiée. Et vous voyez que c'est du rhamnogalacturonane. Ça, c'est pour votre produit. Et c'est proche de la pectine de la beetroot, donc de la betterave, si je ne me trompe pas. Donc ça, comme ça, après maintenant, tout le travail à faire à ce niveau-là, c'est de reprendre cette poudre-là et de comprendre comment jouent les différents sels, le pH, etc., et de remonter après la structure complètement. On fait le travail inverse. Au lieu de prendre le produit impur, entre guillemets, le produit brut, reprendre le produit purifié et comprendre exactement comment on peut l'utiliser en tant que texturant, gélifiant, etc. Sachant qu'ici, on a un rendement, je crois bien qu'on était à 70%, je ne sais plus, on était un truc comme ça, 70-80% d'extraction, c'était énorme le rendement. Et je finirai sur ces deux transparents. En rhéométrie, on peut faire aussi des choses comme ça, à savoir, vous faites de la biomécanique, vous avez un problème, c'est que vous voulez faire de la thérapie régénérative cellulaire, donc vous voulez prendre des cellules pour pouvoir les incorporer dans le corps pour une reconstitution tissulaire. Ça marche bien que si vous avez beaucoup de cellules, c'est-à-dire que vous mettez une fraction volumique énorme, mais si vous mettez une fraction volumique énorme, il va vous falloir pousser sur la seringue avec des forces qui ne sont pas du tout raisonnables. Vous allez pouvoir multiplier ça par 100, voire 1000. Donc il est impossible d'un praticien de pouvoir faire ça, il est impossible de mettre une pompe automatique pour faire ça. L'objectif dans ce cas-là, c'est faire sauter le premier verrou, c'est-à-dire baisser la viscosité, donc on a la viscosité ici en fonction de la contrainte. À 60%, on est ici. Hein. Oui, les viscosités sont importantes. Et on voit que la contrainte monte ici, elle est quasiment infinie. On a ici, c'est une autre façon de montrer les choses. On a une contrainte seuil ici. Faire sauter ce verrou ici de contrainte seuil. Et le deuxième verrou, faire chuter la viscosité pour l'amener à quelque chose de très raisonnable. Ça, c'est possible. Donc c'est possible tout simplement, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est possible en ajoutant du produit. On rajoute des produits, on cache les interactions entre les cellules, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire chuter votre viscosité complètement d'un facteur 1000 sans problème. Et en plus, vous faites sauter le seuil. Donc ça devient intéressant. Donc nous, pour comprendre après, exactement, avant de pouvoir faire ça, ce qu'il faut faire, c'est comprendre ce qui se passe ici. Pour faire ça, vous avez vos mesures,
vous donnez un petit modèle qui vous sketch un peu votre comportement, pourquoi on a ces différents sauts. Donc en fait, on a une désagrégation petit à petit des cellules. Les cellules sont ensemble, sont agrégées. Vous apportez une certaine énergie avec votre contrainte ici, une densité d'énergie. Au fur et à mesure que vous apportez votre énergie de plus en plus importante, au départ, vous allez légèrement casser vos agrégats. Et puis après, ici, bon, vous entretenez le fait que vous cassez vos agrégats. Et quand vous apportez une contrainte plus importante, les agrégats mous vont être finis de casser. Il ne restera plus que les agrégats durs. Et après, vous commencez à casser les agrégats durs, d'où un saut au niveau de la viscosité, et jusqu'à les désagréger quasiment complètement. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit modèle ici. Vous allez pouvoir avoir, donc là, ici, le rayon de votre agrégat sur, ici, la taille des particules. On ne voit pas bien ici, mais ça, c'est la contrainte ici qu'il y a entre la contrainte entre nos particules sur la contrainte ici appliquée. Vous portez un petit modèle ici. Et vous allez pouvoir, en fait, à partir de là, avoir la viscosité relative en fonction de la fraction volumique de vos particules. Donc, vous voyez, on fait un gros travail dessus. Ça, c'est un modèle assez connu aussi. Et vous allez pouvoir tirer de ces courbes-là les forces d'adhésion entre les cellules et les comparer par rapport aux forces d'adhésion que vous mesurez avec un microscope à force atomique. Et vous tombez sur les bonnes valeurs, exactement les mêmes à peu près. Vous êtes vraiment dans le bon range. Donc ça, c'est assez impressionnant parce que c'est la première fois qu'on fait une mesure en volume des forces d'adhésion entre les cellules. Voilà à peu près ce qu'on peut faire en rhéométrie. Je pense que je peux m'arrêter là, ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Vous avez vu déjà pas mal de choses. J'ai essayé de m'expliquer clairement. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup pour cette belle illustration de ce que peut faire la rhéométrie pour comprendre les structures. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai bien aimé aussi l'appui d'autres techniques, hein, quand même, quelquefois, pour aller un peu plus loin. Oui, hein ? Vaut mieux. Donc c'est une des propriétés de la rhéologie. Je pense que c'est toujours très intéressant de coupler par d'autres techniques pour comprendre les phénomènes observés. En plus, c'est un couplage difficile, les neutrons et la rhéologie, j'imagine. C'était vraiment très bien ce que tu as présenté là, sur ce que tu as fait à l'ILL, je crois, c'est ça, hein ? Non, c'est le SRF, celui-là. C'était les oui, d'accord. rayons X. Ouais. Rayons X, oui. Ouais. Est-ce qu'au niveau de la cellule, est-ce que les paramètres de la cellule ont de l'importance sur la transition lamelle-oignon ? Oui, en fait, ça dépend. Ce qui t'appelle paramètre de la cellule, c'est-à-dire, en gros, on va jouer que sur l'épaisseur. Oui. Oui, on peut utilisé un couette, mais est-ce que tu aurais pu utiliser... Là, non, j'avais utilisé un plan-plan, en fait, aussi. D'accord. On a utilisé un plan-plan aussi. Et en fait, tu peux réduire énormément le gap entre les plans. Et donc, dans ce cas-là, tu ne vas pas avoir du tout le même comportement. Si tu réduis trop le gap, tu vas commencer à avoir un confinement des lamelles et tu as un comportement complètement différent. Et là, je vous ai montré simplement ceux avec les gaps importants pour être à peu près tranquille. Le confinement, on a commencé à faire le travail dessus et on n'a pas fini. C'est vraiment plus complexe quand on commence à taper dans la micro-rhéologie. On a du mal à tout cerner et surtout, ce qu'on ne réussit pas encore à faire, c'est de voir est-ce qu'il y a glissement ou pas glissement à la paroi. Là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, tout le travail aussi sur les cellules et tout ça, on a vérifié qu'il n'y avait pas de glissement. Donc, en gros, on a passé 3 mois à vérifier qu'il n'y avait pas de glissement, aussi bien sur les cellules que sur les phases lamellaires, sachant qu'on ne peut pas des fois distinguer un glissement d'une fracture, d'un changement de structure. Des fois, ça devient un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de l'appui d'autres techniques pour savoir s'il y a un changement de structure. Normalement, l'une des rares méthodes qui est obtenue en rhéométrie pour faire le glissement, c'est de changer le gap, changer l'entrefer, et de regarder avec cet entrefer, regarder si on a bien superposition ou pas de nos mesures. C'est assez macroscopique, mais ça n'empêche pas d'avoir des glissements microscopiques ou nanoscopiques qui vont nous embêter. Ouais. C'est vrai que c'est un peu, ça paraît facile, mais c'est toujours un peu acrobatique. Ouais. Ça, c'est pas bien compris. Dans les lamelles orientées, il y a quand même des anneaux aussi. Oui. Ben dans les lamelles orientées, il y a des... Oui, parce que les plans vont pouvoir... il y a quelques lamelles qui sont comme ça. En fait, on a un polycristal. C'est à moitié tout, comme on dit.
Oui, c'est un diagramme de poudre, tout à fait de bon. Oui, oui. Donc il y a une orientation préférentielle. Oui, sur certains domaines, et les domaines sont orientés un peu partout. Après, si tu passes aux oignons, la périodicité a l'air de rester la même, ça c'est curieux. Oui, au niveau des lamelles, heureusement qu'elles sont c'est les mêmes. C'est pas évident parce que le volume au centre d'oignon, le volume pour eux, Oui, mais on a vu des choses qu'on n'a pas compris encore. Il y a au moins, je dirais, 3/4 de la manip, on ne sait pas quoi en faire encore. Hein. parce qu'on pourrait penser que, enfin, c'est pas jouer l'avocat du diable, mais c'est qu'on pourrait avoir, qu'au lieu d'oignon, il y a simplement une poudre complète. Enfin, c'est une question aussi de gamme de Q, Oui, oui. de la cohérence. Oui, mais on n'a pas, il aurait fallu explorer un peu Enfin, plus. je trouve que les oignons, c'est pas tout à fait sûr. Je veux bien discuter, moi. Si c'est pas ça, je veux bien changer d'avis, je me suis trompé, c'est pas un problème.